Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le Congo Kasaï, 1865 à 1950. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akor. Dernière parution. André Hubert ONANAMFEGE, Cameroun, Nigeria, ONU. Entre la force de la palabre et la primauté du droit, 2011. Moïse Tchando KEREKOU, Union africaine et processus d'intégration, 2011. Constance Oko, les entrepreneurs informels en Côte d'Ivoire. Entre l'État, le marché et les circuits de financement, 2011. Alphonse Ndjate, la police des étrangers sous le règne du maréchal Mobutu, 2011. Pierre Akainwande, Négritude et francophonie, 2011. Arlette Tony, épargnant d'Afrique, inquiétez-vous, 2011. Patrice Itoie, Le Patrick, le cinquantenaire économique du Congo-Brazzaville. Fonctionnariat et entrepreneuriat, 2011. Pape Moussa Samba, Léopold Sédar Senghor, philosophe de la culture, 2011. François Lonceni Fall, Mon pari pour le Guinée. Le changement est possible, 2011. Emmanuel YENSHUVUBO, Inventer un nouvel espace public en Afrique. Le défi de la diversité ethnique, 2011. Yaya Koné, Anthropologie de l'athlétisme en Afrique de l'Ouest, la condition de l'athlète, 2011. Anna Monsieur Diagne, Sacha KESSELER, Christian Meyer, édition, Communication Wolof et Société sénégalaise. Héritage et création, 2011. Fabrice AGYUNENDONE, Changement social chez les Maquina du Gabon, 2011. BH Moussavou, Prison africaine. Le cas du Gabon, 2011. MOTAZ de Hakam, La sociologie de Jean-Marc Ella, 2011. Baudouin Mwanda Mputu. Le Congo Kasaï. 1865 à 1950. De l'exploration allemande à la consécration de Loulouabourg. Préface de Pierre Herny. L'Harmattan. Autre publication. Hommage à Joseph Kizerbo, sous la direction de Kambayi Boachia, Kinshasa, Eugémonia 2007. Histoire des rivalités franco-belges au Congo de Léopold II à Mobutu, Paris, Bayanda 2008. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan@wanadoo.fr ISBN 978 296 56 227 1 EAN 9 782 296 562 271. Tant que les lions n'auront pas leurs propres histoires, les histoires de chasse continueront de glorifier les chasseurs, sagesse africaine. À la mémoire de mon père. Remerciements. Je ne saurais oublier ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, apporté leur concours tant moral que matériel à cette étude. Je pense d'abord à mon regretté père, dont les récits sur l'histoire du Kasaï m'ont incité à transcrire les connaissances en souffrance dans sa mémoire. À ma mère torturée par le poids de l'âge, à ma grande sœur Thérèse, à ma cousine Agnès Mouchia, à mes amis Alphonse Mulenda et Presso Bikina. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de ma profonde gratitude. Mes remerciements s'adressent explicitement à Hélène Bualou, à qui l'un de mes livres antérieurs fut dédié, à Gaston Yoka pour sa disponibilité et sa révision de mon manuscrit. Je remercie également le professeur Bogumil Djouziviki, pour les conseils et l'aide apportée à la réalisation de ce livre. Je rends à titre posthume un triste hommage à mon regretté ami Pierre Kabeya Butante, abattu par la soldatesque de la Deuxième République. Un triste hommage surtout à mon oncle maternel, professeur Bibombe Mwamba, parti prématurément pour l'éternité sans avoir rentré la moisson. Mes pensées vont aussi vers tous mes amis disparus, avalés par le silence. À mes enfants Anaïs Mwamba Meta, Fabien Dina Mwamba, Léon Kankou Mwamba alias Gorbi, André Caputou Mwamba alias Mana et mon gendre Jean-François Gasque,
qu'il trouve ici l'expression de mon affection à leur égard et l'expression de mon souhait à édifier notre postérité. Préface. J'ai lu avec grand intérêt l'ouvrage du professeur Baudouin Mwamba Mputu intitulé « Le Congo Kasaï. 1865 à 1950 ». De l'exploration allemande à la consécration de l'Oulouabour. Non seulement il donne une bonne vue d'ensemble de l'évolution de cette région centrale qu'est le Kasaï durant le siècle qui précéda l'indépendance, mais surtout il fournit au lecteur une somme considérable de données de détails hautement significatives, parfois issues de sources orales, qui aident à comprendre avec finesse et parfois avec humour les dessous et les mobiles cachés des événements et des mutations que le pays a connus. À l'histoire du Congo, déjà bien fouillée par ailleurs, l'auteur apporte ainsi une contribution utile, substantielle et originale. Voici parmi d'autres, quelques aspects de ce travail qui, me semble-t-il, méritent d'être soulignés. On voit le Kasaï passer successivement par 3 régimes ayant chacun sa logique, ses valeurs et ses structures propres. D'abord un régime où le pays est entièrement livré au jeu le plus souvent conflictuel des ethnies en présence, un état des choses qui débouche sur un moment historique décisif quand se présentent comme conquérants déguisés en explorateurs les premiers hommes blancs de diverses nationalités. Ensuite le régime où le pays devient le domaine privé du roi Léopold II, à qui est ainsi laissée toute latitude pour le soumettre à une exploitation forcenée. Celui enfin où il acquiert le statut de colonie de la Belgique, ce qui, dans le contexte de l'époque, équivalait à une certaine normalisation. On a parfois mis en cause la notion même d'ethnie pour en faire un sous-produit de la colonisation aux yeux de laquelle elle devenait un instrument de division, et donc de domination. L'auteur montre au contraire à quel point cette réalité sociologique qu'est l'ethnie s'impose à tous les niveaux. Les ethnies ont leur manière de réagir propre, leurs visées, leurs idéologies. Elles entrent facilement en conflit entre elles. Les unes acceptent d'aller dans le sens voulu par les autorités coloniales, les autres se renferment farouchement sur elles-mêmes. Leurs leaders sont parfois amenés à jouer un rôle considérable en fonction de leur personnalité, mais aussi des données géographiques si particulières au Congo central, où tout est finalement une affaire de cours d'eau. On voit clairement comment les Baluba ont petit à petit pris le dessus. Si d'un côté on assiste étape par étape à la manière dont se met en place un système d'exploitation sans faille, on voit aussi comment s'organisent des résistances à tous les échelons de la vie sociopolitique, sous diverses formes, avec divers motifs, mais presque toujours dotés d'une réelle efficacité. La colonisation belge n'a de loin pas toujours été ce long fleuve tranquille que parfois on imagine. Et les explosions sociales qui marqueront l'indépendance autour de 1960 ont eu derrière elles une longue et douloureuse proto-histoire de révoltes, d'émeutes, de mutineries et de diverses formes d'obstruction. Dans aucun autre pays d'Afrique les missions chrétiennes n'ont joué un rôle aussi massif qu'au Congo, et l'auteur montre comment sur ce plan également les choses se sont organisées progressivement. L'opposition entre catholiques et protestants fut de toutes les époques, et quasiment de tous les instants. C'est principalement à l'Église catholique que furent confiés, financement à l'appui, des fonctions au plan social, éducatif et sanitaire qui ailleurs relevaient des administrations publiques. Face à cette puissance bien implantée et de composantes essentiellement belges, les protestants, souvent d'inspiration anglo-saxonne ou nordique, se sont sentis brimés, relégués au second rang, voire suspectés du fait qu'ils faisaient connaître à l'étranger les exactions commises au Congo. L'ethnologue qui sommeille en moi se met à tressaillir quand il voit l'auteur s'aventurer sur le plan des représentations collectives, des croyances, des légendes et des fantasmes, montrant comment ils agissent en sous-main et quand les ignorants on s'interdit de pouvoir pénétrer le domaine si complexe mais aussi si essentiel des mentalités. Qu'il s'agisse de la sorcellerie ou de la thériomorphose, transformation d'hommes en animaux, de l'incarnation de défunts en des personnes vivantes, du pouvoir sur les éléments naturels, tels la foudre, attribuée à certains, ou de l'existence de bandes criminelles de kidnappeurs agissant soit pour réduire leurs victimes en esclavage, soit pour se livrer à l'anthropophagie. Il y a là chaque fois des données récurrentes qu'on s'est vainement efforcé d'extirper, et qu'on hésite trop souvent à prendre en compte. L'auteur est très soucieux de rendre accessibles au lecteur les expressions employées par les gens du pays eux-mêmes, en indiquant par exemple quels ont été les noms et surnoms donnés aux différents personnages. Je connais le professeur Mwamba de longue date, et ai pu apprécier son travail encore en d'autres circonstances.
Je suis bien conscient que pour un écrivain congolais, se posent inévitablement des problèmes de langue. Nous avons parfois du mal à admettre que la nôtre, une fois parlée et écrite loin de son foyer d'origine, s'altère et se métisse, et à la limite extrême se mue en créole ou en pidgin. Je sais les efforts que font des hommes comme notre auteur pour présenter un texte répondant aux exigences les plus pointues du français écrit sans toujours y parvenir. Mais il faudra aussi un jour évaluer positivement le fait qu'il y a un Français d'Afrique ou un Français du Congo, comme il y a un Français du Québec, du Jura suisse ou de Wallonie, chacun avec son vocabulaire, sa grammaire et ses intonations. Et les linguistes pourront alors prendre des textes même scientifiques, comme des corpus sur lesquels fonder une étude de certaines spécificités de tel ou tel idiome. J'espère de tout cœur que le professeur Mwamba poursuivra encore longtemps ses recherches et saura en offrir les fruits à son pays et à toute la communauté savante. Sous sa plume éminemment réaliste, l'histoire du Congo s'anime et prend vie. Pierre Erny, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Ancien professeur à l'Université officielle du Congo. Avant-propos. La République démocratique du Congo, RD Congo ou RDC, représente un sous-continent au cœur de l'Afrique. Sa superficie s'étend sur 2 345 409 km². Son peuplement reprend une mosaïque de clans, tribus et ethnies sur fond de diversité culturelle et linguistique remarquable. Ce vaste pays a connu environ 80 ans de servitude coloniale, sous l'emprise de la Belgique 80 fois plus petite. Il nous semble à la fois réaliste et pragmatique de revisiter, voire refaire l'histoire d'un pays aussi vaste que la République démocratique du Congo par un procédé inductif. Autrement dit, les chercheurs actuels ne devraient-ils pas réécrire l'histoire congolaise en s'appuyant préalablement sur les données historiques récoltées et sélectionnées dans chacune des régions du pays ? Le présent ouvrage sur le Congo Kasaï se veut une contribution à l'histoire du Congo ex-belge, dans la mesure où la région du Kasaï occupe géographiquement au sein du territoire congolais une position centrale intégrée en dépit de sa division actuelle en deux entités politico-administratives distinctes. Kasaï occidental et Kasaï oriental. Il s'agit en effet de l'histoire de l'ancienne province du Kasaï, d'après le découpage territorial et administratif consacré par l'arrêté royal du 29 juin 1933. L'organisation de cette subdivision administrative subsistera jusqu'au-delà du 30 juin 1960, date de l'accession du Congo belge à la souveraineté internationale. L'ensemble du Kasaï constitue aujourd'hui un espace géostratégique de 325 044 km², au cœur de la République démocratique du Congo. La fondation du poste d'État de Luluabourg-Malendji en 1884 marquait une toute première implantation coloniale dans l'hinterland congolais, à l'écart des communications fluviales et maritimes. De surcroît, la première expédition de conquête du Belge Paul Le Marinel vers le sud-est, en 1891, partit de Lusambo, poste d'avant-garde érigé contre la poussée arabe vers Luluabourg, au centre du Kasaï. En effet, l'expédition Le Marinel devança de justesse l'anglais Cecil Rhodes dans la pointe de l'actuelle province du Katanga. On peut remarquer implicitement que l'absence de Luluabourg et Lusambo aurait placé le Katanga dans le giron britannique. Devant ces faits inhérents l'un à l'autre, il est indubitable que si la fondation du poste de Luluabourg avait été retardée de quelques années seulement, le camp retranché de Lusambo n'aurait pas été de même édifié à temps. En conséquence, la botte du Congo, sinon une grande partie du Katanga, aujourd'hui grenier minier du pays, aurait probablement appartenu à l'Afrique anglophone australe. Il convient également de préciser que la station de Luluabourg, base d'approvisionnement desservant les camps de Lusambo et de Kanda-Kanda, fut la dernière barrière dressée contre la pénétration des Arabes, chasseurs d'esclaves. Dans le cas contraire, la traite d'origine arabe aurait vite gagné les bassins de la Lulua, du Moyen Kasaï et du Kwango. Aussi, le poste de Lusambo servait d'arrière-base pour l'administration du Katanga. Et ce que l'on ne peut surtout pas manquer de retenir, c'est que la révolte de Batetela, à Luluabourg en 1895 constituait une première gifle assénée au roi Léopold II des Belges. Il faut enfin signaler encore que la manipulation anglo-américaine qui s'engagea à partir de 1903 contre l'État indépendant du Congo, EIC,
était orchestrée par les missionnaires presbytériens basés à Louébo, au Kasaï. L'instrumentalisation sans précédent de leurs critiques dans la presse internationale contribua considérablement à l'effondrement rapide du régime léopoldien. Du reste, cet ouvrage voudrait présenter un complément d'information sur certains événements demeurés obscurs dans l'histoire de la résistance à la colonisation, pour le Congo et l'Afrique. En effet, l'ardeur avec laquelle les autochtones du Kasaï réagirent contre l'établissement du système colonial n'eut presque pas de corollaire ailleurs, compte tenu de différentes actions qu'ils durent mener au seuil de la colonisation européenne. À travers cette époque, la seconde mutinerie de Louloabourg en 1944 est considérée comme le début du cheminement vers l'émancipation populaire, processus attisé par les revendications des intellectuels et des actions des mouvements syncrétiques et religieux. Ainsi pour les Belges, le processus de la colonisation au Kasaï fut très laborieux voire même périlleux. Les âmes illuminées comprendront pourquoi ces nombreux souvenirs d'insoumission sont restés gravés dans la mémoire collective des Belges, qui jusqu'à ce jour, auraient juré de ne jamais soutenir toute passation de la direction du pouvoir congolais au Kasaï. Toutefois, à la lumière de ce qui précède, le lecteur pourra s'enquérir sans relâche des grands événements ayant marqué le passé de cette partie du territoire national pendant la période allant de 1865 à 1950. Cette délimitation se présente ainsi nettement, car l'année de départ, 1865, inaugure formellement l'ouverture de la région du Kasaï à l'extérieur à partir du pacte d'amitié conclu entre Mukenga Tunzele de Bena Lulua, appelé Kalamba, et le chef Mukwandianga de Batchokwe, alliance par laquelle la région du bassin moyen de la Lulua s'insérait dans le circuit commercial luso-africain. De même, en démarquant chronologiquement ce livre à sa fin, j'ai choisi l'année 1950 en fonction de l'importance des événements qui l'ont caractérisée. Aussi, il s'agit d'une année charnière. Au plan socio-économique, elle marque une période de haute conjoncture économique au seuil de laquelle le gouvernement colonial décréta l'adoption ou la mise en application du plan décennal destiné au développement rapide de la colonie. C'est à cette date que le chef-lieu de province du Kasaï fut transféré de Lusambo à Louloabourg. Une véritable consécration pour cette ville émergente préparée à devenir la capitale du Congo. Au plan politique, l'année 1950 représente à la fois l'apogée du système d'exploitation coloniale qui a connu deux régimes successifs. Le régime léopoldien, 1885 à 1908, et le régime colonial belge. Cependant, dès 1951, avec l'accession du roi Baudouin Ier au trône de Belgique, le système colonial s'assouplit. On peut citer par exemple l'amélioration du régime pénitentiaire. À partir de cette époque, commence à se dégager d'une façon générale dans l'esprit des populations du Kasaï comme d'ailleurs, un nouveau souffle d'aspiration à l'émancipation politique. Que les chercheurs qui s'intéresseraient soit à l'histoire proprement dite, soit à une autre discipline connexe, me pardonnent certaines lacunes de fond ou de forme. Car l'élaboration de cet ouvrage s'est effectuée certes avec les documents écrits, mais également sur la base de nombreuses informations obtenues auprès de plusieurs témoins. La plupart d'entre eux sont déjà décédés, qu'ils reposent en paix. Je signale au lecteur que j'ai tenu compte de certains faits mythologiques séquentiels rapportés par la tradition orale, et qu'un chercheur type européen ne puisse se permettre d'inclure dans l'histoire moderne. En effet, celui-ci trouvera, par exemple, un naufragé qui revient à la vie 3 jours après la noyade, un message tambouriné capté à une très longue distance, un chef de clan se métamorphosant en perdrix pour échapper à une embuscade, un tronc de bananier transformé en cadavre humain pour être restitué à l'État, etc. Il m'appartient alors d'accréditer à travers cette œuvre la vraisemblance de ces faits occultes, susceptibles de susciter méfiance dans la critique historique malgré leur évidence, eu égard aux réalités africaines. Aussi, ce livre montre sa particularité en introduisant une nouvelle historiographie imprégnée des légions d'épigrammes et d'expressions orales témoignant des événements tels qu'ils ont été vécus dans le passé. Une autre mise au point s'avère également indispensable au sujet de l'intitulé de la matière traitée. L'organisation administrative du territoire congolais remonte effectivement de l'année 1895 qui a vu la naissance des provinces. Dès cette période, la province du Congo-Kasaï dépendait d'un chef-lieu siégeant à Léopoldville jusqu'à la réforme de 1933.
Pour des raisons d'efficacité, l'ouvrage n'utilise au-delà de l'année 1933 qu'une configuration géographique afin de démontrer que le Kasaï, quoique devenu une entité territoriale décentralisée, faisait partie intégrante du Congo belge. Premier chapitre, Considération générale. 1. Genèse du terme Kasaï et description du territoire. 1. Origine du mot Kasaï. S'il existe une certaine ambiguïté au sujet de l'origine du mot Kasaï, qui désigne à la fois le territoire et la rivière, nul ne peut mettre en doute que le territoire emprunte le nom à la rivière. Par ailleurs, toute controverse susceptible de planer sur l'origine du terme ou sur sa signification découlerait de la diversité d'appellations que de nombreux explorateurs apprirent des populations habitant les régions baignées par cette majestueuse rivière. Au cours de sa traversée de l'Afrique australe vers la côte atlantique angolaise entre 1852 et 1853, l'explorateur anglais Dr David Livingstone franchit dans la région de Dilolo une rivière de 100 mètres de large que les riverains Kalunda désignaient Kassi. Livingstone l'appela ainsi Kasaï, autre graphie Kasaï. À son retour de Luanda au début de juin 1855, l'explorateur débouche, dans la même région, à l'endroit où la rivière précédemment traversée formait non plus une largeur de 100 mètres comme auparavant, mais plutôt une étendue de 1600 mètres et une profondeur d'1 mètre. Il crut alors que c'était un déversoir commun des eaux en provenance de l'Est et de l'Ouest. 20 ans après, en 1875, Vernel Ovett Cameron réexplore cette partie du territoire et constate que le déversoir auquel Livingstone faisait allusion n'en était pas un. Il s'agissait en réalité des marais qui forment les sources de la rivière Kasaï. Cameron découvre alors la crête de partage qui sépare les rivières du nord à celles du sud. Lorsqu'il essaie de suivre l'aval du Haut-Kasaï, il entend les Batchokwe et les Bandembo l'appeler respectivement Kasaï et Kasabi. Aux assises de la Conférence internationale de géographie tenue le 12 décembre 1876 au Palais Royal de Bruxelles, Cameron lui-même organisateur, use de son influence et fait retenir l'appellation Kasabi. En 1880, l'explorateur allemand Dr Paul Posch mentionne cette rivière dans son livre intitulé Im Reich Mwata-Yamvo, sous le nom d'Enzadi. Il aurait entendu ce nom lors de son voyage au royaume de Lunda II. Mais en 1881, Posch, accompagné de von Wissmann en mission d'exploration sous l'égide de la Deutsche Afrikanische Gesellschaft, entend les Bachilanges, sujets de Mukenge Kalamba, utiliser l'expression Maye Ansadi pour désigner la rivière Kasaï. C'est alors que Posch fut convaincu qu'il s'agissait de la même rivière, Nzadi, qu'il avait connue plus de 6 ans auparavant. Il convient de noter que les appellations Nsadi, Nzadi, Nzabi sont les variantes du mot Zaïre. Or dès 1482, le navigateur portugais Diego Ca apprit des Bakongo que Nzadi ou Zaïre était l'appellation du fleuve qui, contournant la cuvette centrale, se déverse dans l'océan Atlantique. L'équivoque persista durablement autour des désignations respectives de ces deux cours d'eau distincts. Mais lors de son deuxième voyage en Afrique en 1884, von Wissmann trouva que le toponyme Kasaï convenait pour désigner la rivière qu'il explorait lui-même à partir de son cours d'eau moyen. Depuis cette époque, toute l'étendue de la région qui forme le bassin moyen de la rivière Kasaï fut alors appelée Kasaï. De 1920 à 1933, elle fit partie de la province du Congo-Kasaï. Mais, à partir de l'année 1934 jusqu'à l'indépendance du Congo, le Kasaï devint une entité provinciale à part entière. 3. 2. Description géographique du Kasaï. De la source jusqu'en dessous de la cuvette centrale africaine, la rivière Kasaï afflue lentement vers son embouchure, cheminant à travers son bassin hydrographique généralement dominé par un relief très accidenté où les ruisseaux coulent toujours au fond des vallons creux. Lors de la délimitation de la frontière méridionale du Congo à la conférence de Berlin en 1885, les experts découvrent que la rivière Kasaï présente une ligne de démarcation naturelle. Celle-ci sépare dans le sens longitudinal le nord-est de l'Angola et l'ouest de la région du Katanga près de Dilolo. Au cours de cette conférence historique, on estima que la rive gauche du Haut-Kasaï soit écartée du bassin conventionnel du Congo jusque dans le menton de l'actuel RD Congo. Autrement dit, l'ensemble du terroir comprenant Kasongo-Lunda,
Panzi et Kaemba fut inclus dans le territoire congolais. Par contre, le roi sacrifia le territoire de la gorge congolaise en faveur du Portugal pour obtenir l'accès à la mer. Au terme de cette concession en effet, la région du Haut-Kasaï fut exclue du nouvel État indépendant du Congo à la limite du 7e degré de latitude sud. Dès lors, elle fit partie intégrante de l'Angola. L'espace territorial du Kasaï représente donc le 1/7e de l'étendue globale de la République démocratique du Congo. Après l'abrogation de la constitution de Louloabourg au seuil du régime de la Seconde République, la province du Kasaï sera scindée en 2 entités territoriales distinctes. Le Kasaï occidental mesurant 154 742 km², ayant comme chef-lieu Kananga, et le Kasaï oriental mesurant 170 302 km², dont le chef-lieu se trouve à Mbuji-Mayi. La population de ces 2 entités constitue une masse démographique importante pour la République démocratique du Congo. Le terroir du Kasaï, situé physiquement à des niveaux allant de 600 à 750 mètres d'altitude, est compris entre le 22e et le 40e degré de longitude est et entre le 4e et le 7e degré de latitude sud. Sur le plan climatique, la partie nord de la région se trouve en zone équatoriale, tandis que le reste du territoire est en pleine zone tropicale où la température moyenne varie entre 28 degrés et 30 degrés Celsius. Le climat est généralement chaud et humide. Il est caractérisé par 2 saisons. La période allant du 15 mai au 15 août est appelée saison sèche. Elle est marquée par l'absence de pluie pendant 3 mois, mais la nuit est constamment froide. La saison de pluie s'étend du 15 août au 15 mai. Les précipitations sont abondantes, l'humidité constante, c'est la plus longue période de l'année. La répartition topographique se présente généralement de la manière suivante. Au nord et à l'ouest, l'existence d'une zone forestière dominée par la présence de la forêt équatoriale dense. Vers le sud, une zone de savane vallonnée boisée, entrecoupée par de longues rivières et des galeries. À l'est, il y a la zone de savane vallonnée herbeuse caractérisée par la rareté de cours d'eau. Le sol sablonneux est très exposé au soleil qui le rend toujours moins fertile, sauf dans des galeries forestières et savanes boisées. Néanmoins, le Kasaï est une région essentiellement agricole. 2. Peuplement autochtone. Exception faite des Batois, Pygmoïdes, toutes les populations originaires de la région du Kasaï se rangent dans la race des Bantous 4. Ces derniers constituent la majorité de la population congolaise, suivis des Nilotiques, des Soudanais et des Hamites. De nombreux écrits historiques sur l'Afrique ont jusqu'ici démontré que vers l'an 1000 av. J.C., le dessèchement du Sahara avait suscité l'exode des populations noires vers le sud de l'Afrique. Leur installation en bordure du golfe de Guinée, dans l'immense cuvette centrale et sur la lisière montagneuse de l'Est fut extrêmement lente. Par conséquent, l'occupation complète de l'Afrique subsaharienne ne serait advenue que plus de 2 millénaires après. L'histoire du peuplement du Kasaï remonte à des foyers primaires qui se seraient constitués à l'issue des premières migrations bantoues. Pour entrer en effet dans la poche africaine du Congo, les pérégrinations se firent par 3 embranchements principaux. Les Bantous méridionaux qui regroupent les ethnies Luba, Lunda, Chokwe. Les Bantous septentrionaux constituant les peuples de la forêt dépendant de la grande ethnie Mongo, en l'occurrence les Batetela et les Bankoutchou. Les Bantous occidentaux, ceux qui regroupent les Bakuba, les Bapande et les Bachilel. On peut estimer que tous les peuples de la branche Congo seraient issus de cette souche. Cependant, la population du Kasaï, bien qu'hétérogène, ne compose pas moins une mosaïque des peuples regroupés sur base d'une répartition dont les critères sont exclusivement culturels. Quoi qu'il en soit, la majorité est formée par une population largement homogène faisant partie de la grande ethnie Luba. D'autres populations, par contre, constituent une majorité relative caractérisée par une large diversité linguistique et culturelle. Tel est le cas des Batetela, Bakuba, Batchokwe, Baket, Babindi, Bapande, Basalam Passou, Balwalois, Bambala 5, Bakela, Bachilel et Badinga. Ainsi, les peuples du Kasaï peuvent être regroupés selon leurs origines ou leur position et emplacement géographique. 1. Le groupe Luba. En parcourant l'histoire précoloniale du Congo, un fait reste entièrement indéniable que les tribus de souche Luba ne sont pas foncièrement originaires du Kasaï. Les Baluba 6 sont venus de la région du Katanga,
à Nsangaa-Lubangu, où ils formaient déjà entre le 7e et le 9e siècle un groupe social bien structuré. Ils n'entrèrent au Kasaï qu'à l'issue de grandes migrations provoquées par l'éclatement brusque de leurs empires successifs. D'abord l'empire de Kongolo-Mwamba, ensuite celui de Kalala-Ilunga ou Ilunga-Mbidi. La période d'instabilité précédant la chute du Premier Empire et l'émiettement du Deuxième fut essentiellement caractérisée par des clivages issus des dissidences sociopolitiques internes émaillées d'éternelles luttes fratricides de succession au pouvoir. La crise qui s'ensuivit, considérablement attisée par des famines subséquentes aux dits clivages, provoqua les départs massifs des populations vers le nord-ouest du pays. Ces déferlements migratoires se sont produits en plusieurs étapes durant 2 siècles et demi, c'est-à-dire de 1600 à 1850. Pendant cette période, les peuples Luba désertèrent un pays connu sous le nom mythique, Nsangaa-Lubangu VII. En effet, entre le XVIe et le XVIIe siècle, un groupe d'extrémistes constitué de Bena Kanyoka progresse et occupe la vallée de la Luilu et de la Lubilanji. Ils sont suivis d'autres extrémistes, notamment les Bena Nkolehuit. Ceux-ci progressent en 2 vagues successives, l'une passant par Chilundu et l'autre par Dimblange. Ils refoulent les Baquettes au prix d'une menace sévère et dissuasive. La partie majoritaire avance ainsi progressivement et s'établit avant 1700, dans la vallée de la rivière Luluwa IX. Seule la fraction composée de Bakwa Kalonji, Mutombo Kachi et Mupompa se fixa définitivement dans l'antre Lubi Mbujimayi où ils furent confondus avec les futurs émigrants Baluba. Entre 1750 et 1800, d'autres Baluba s'avancent vers Dimblange. Ils procèdent également au refoulement des Baquettes. Ces immigrants prirent l'appellation de Bakwa Luntu. Leur contingent déferla ensemble avec de nombreux dissidents Bassonge ou Bayembi, qui, s'étant repliés entre Kabinda et Katanda, laissèrent ces Bakwa Luntu progresser jusqu'au nord des lacs Munkamba et Fwa où ils s'installèrent définitivement. Enfin, entre 1800 et 1850, un groupe très important d'immigrants quitte également le Katanga et marche vers l'ouest à la trousse des traces précédentes. Ce sont les Bakwa Kalonji, Mpuka et Chimanga, les Bakwa Dishi, Bena Kalambayi, Bakwanga, etc. Tous se joignent immédiatement au sujet de Mutombo Kachi, de Mupompa et de Kalala Kafumba, formant le groupe désigné Baluba du Centre 10. Il s'agit en réalité de Baluba Lubilanji, ou Baluba Bakabamba appelés communément Baluba Kasaï pour les distinguer des Baluba Katanga, Shankadi, Kabongo, Kasongo Nyembo, Mba, etc. Après la désintégration totale du Deuxième Empire Luba suite à l'invasion étrangère et aux luttes fratricides entre Kabongo Kumwimba et Kasongo Nyembo, à la fin du XIXe siècle, 2 autres factions importantes, en l'occurrence les Bena Kalundwe et les Bahamba, durent s'en détacher. Ceux-ci traversèrent la Lomami vers la rive droite, où ils s'organisèrent aussi en groupes autonomes. Cet événement marqua la balkanisation complète de l'Empire Luba. 2. Le groupe Anamongo. D'après les ethnologues, les populations habitant le Sankuru composent avec les Bankuchu du Dekez un sous-groupe de l'ethnie Mongo qui peuple la cuvette centrale, le nord de l'actuel district de Mayendombe, Bandundu et les territoires situés à l'ouest de Maniema. Vanderkerken appelle ce sous-groupe Mongo du groupe Batetla 11. Mais cette appellation semble erronée, car le terme Batetla, au singulier Mutetela, serait inconnu avant la pénétration des Arabes au Congo. C'est pourquoi il conviendrait de retenir la terminologie, à notre sens, apparemment plus exacte, celle de Onkuchu Amembel, soutenue par Luc de Heuch dans son livre sur le régime foncier des Batetela 12. L'ensemble des populations Onkuchu Amembel se divise en 3 principaux groupes de descendance. Selon les traditions historiques, Onkuchu Amembel eut 3 fils, Ngandu, Watambu et Njofu. Ils vécurent tous ensemble dans la contrée comprise entre le Lualaba et la Lomami, dans le nord-ouest du Maniema. De ces 3 fils, découlèrent 3 lignages qui se ramifièrent en plusieurs branches. Ceux que l'on appelle Batetela constitueraient les descendants supposés des Bassambala qui, originaires du Lomami, partagent un tronc commun avec les Onkuchu Amembel. À l'issue de leur migration au Kasaï, une partie de Batetela se fixa dans les savanes du Sankuru, territoire de Katakokombe et de Lubefu. Ils estiment et s'identifient comme des vrais Batetela.
D'autres Ankuchu seraient venus du nord et se seraient installés dans la région forestière. Ce fait serait à la base du schisme qui existe entre les Batetela de la savane et ceux de la forêt. 3. Les ethnies du triangle méridional. Les tribus du triangle méridional dont il est question occupent la région sud-ouest du Kasaï. Ce sont Bakuba, Bapande, Bachilel et Batchokwe. Elles se trouvent toutes dans l'actuel district du Kasaï, province du Kasaï occidental, où elles s'implantèrent à des époques bien différentes, provenant de différents horizons. Les Bakuba constituent avec les Bakongo et autres peuples des ramifications du groupe bantou occidental, qui auraient émigré au Congo dès le premier millénaire de notre ère. Leur royaume fut fondé par les Bushongo, venant du nord de la Lukeni. Le terme Bushongo désignait dans les temps reculés le couteau de jet, principale arme que les Bakuba maniaient et lançaient avec une précision exceptionnelle. Par tradition cependant, chaque roi Kuba devait incarner pour son peuple un changement ou une innovation comme signe du progrès réalisé par ses sujets au cours de son règne. Le roi éponyme des temps Woto apporte le feu, la circoncision et l'épreuve du poison. Sous le règne de Minga Bengele, le sel est découvert. Les Bakuba vinrent ainsi s'installer dans le bassin moyen du Kwango, où ils avaient été chassés avant l'année 1569 par les Bayaka. Ils auraient traversé le Kasaï vers le nord-est, et se seraient installés dans la région comprise entre le Kasaï et le Sankuru. Peu après, un roi très révolutionnaire, Shia Mambula Ngong, plus connu sous le nom de Shamba Bolongongo, régna de 1600 à 1620. Il introduisit le tabac ainsi que les tissus appelés « velours du Kasaï ». Artiste passionné, il fut le premier à faire sculpter son propre portrait en bois et à enraciner l'art dans la civilisation Kuba. Aussi il désarma son peuple en faisant disparaître le couteau de jet. Ce fut un conquérant, le vrai fondateur, sinon le bâtisseur du royaume Kuba XIII. À cette époque, le royaume Kuba était très puissant. Sa culture artistique et ses traditions exerçaient une large influence sur toutes les tribus voisines. Mais d'incessantes guerres avec les Bankuchu provoquèrent rapidement son affaiblissement. Dès lors, de nombreux Bakuba dissidents du pouvoir autocratique d'Enimi, en l'occurrence les Bempayang, les Bashi Nkongo et les Baisambo, implantés dans la contrée de Lusambo et ceux de Joko Punda vers l'amont du Kasaï sur la rive droite, chez les Bachilel, émigrèrent pour fonder des chefferies autonomes. Les Bapande et les Bachilel auraient ensemble leur souche commune en Angola. Suite aux incursions menées par les Balunda et les Batchokwe venus du sud du Katanga et de la Zambèze, ces deux peuplades furent obligées de quitter leur pays d'origine. Établis d'abord sur les rives du Haut-Kwango, les Bapande furent repoussés vers l'aval par les Imbangala aux alentours de l'année 1500. Plus tard, ils furent à nouveau bousculés par les Bayaka et dès lors, ils se fixèrent à cheval sur les frontières sud-ouest du Kasaï avec le Bandundu. Cette population apparaissait peu dense suite à des incursions des peuples voisins, ayant entraîné la vente massive d'esclaves vers l'Amérique du Sud. Actuellement, la majorité de Bapande se trouve localisée au Bandundu, dans les territoires actuels de Gungu et d'Idiofa. Une partie relativement singulière habite dans la région ouest du Kasaï XIV. Plus en contact avec les Balunda, les Batchokwe et les Bayaka, ils leur ont emprunté certains traits importants en matière d'organisation sociopolitique. L'interpénétration artistique reste sans équivoque. Les sangs mêlés se manifestent tout particulièrement dans le domaine de la sculpture. Or, ce sont les Bakuba qui furent à l'origine d'une acculturation fulgurante qui consistait à attribuer à plusieurs tribus dites du triangle méridional un art qu'elles ne pratiquèrent guère dès leurs origines respectives. Les Bachilel se sont installés le long de la rivière Kasaï aux alentours d'Ilbo et de Mapangu. Voisins immédiats de Bambunda, Badinga et Bapande, ils gardent toutefois conscience de leur communauté d'intérêts et de leur unité linguistique. Au sujet de Batchokwe, leur histoire la mieux connue commence au XIXe siècle. Après de nombreuses pérégrinations, les Batchokwe s'établirent vers les sources de la rivière Kasaï où ils jouèrent l'intermédiaire entre les Portugais et les chefs autochtones. Ils se spécialisèrent dans la récolte de la cire et de l'ivoire exportables en Angola, vers la côte atlantique. Premiers détenteurs d'armes à feu à l'instar d'autres peuples de l'Angola, ce monopole leur permit de faire la chasse aux pachydermes. Dans leur poursuite des éléphants,
les chasseurs Chokwe s'étaient déplacés vers le nord-est jusqu'à entrer en contact avec les Balunda et les Baluba de la Luluwa, Bena Luluwa 15. À partir de 1870, ils entreprirent de bonnes relations commerciales avec ces derniers. Les Batchokwe menaient habituellement des incursions dans les frontières septentrionales de l'Angola, pour s'approvisionner en esclaves. Plus haut, ils razzièrent les villages de l'entre-Kasai Kaongeshi chez les Basala Mpassou. Vers l'est, ils portèrent la guerre aux Balunda par des attaques inopinées. Après avoir assiégé Musumba, ils neutralisèrent les pouvoirs de Moitiave et mirent en péril l'existence de l'empire Lunda. Pendant une quinzaine d'années, ils dominèrent les Balunda. Lorsque Moitiave retourna de son exil à Kayembe Mukulu et déclencha les opérations de reconquête, tout le pays se dressa alors contre les usurpateurs. Dans des représailles massives, les Balunda les repoussèrent irrésistiblement vers l'ouest et le sud. Cette offensive fit retrancher les Batchokwe au-delà de la rivière Kasai, où ils fondèrent des villages près de Chikapa. Dans cette rescousse, un nombre important de Batchokwe se serait entremêlé avec les dissidents Lunda. Cette fraction constituerait des populations qui allèrent fonder des villages près de l'actuel territoire de Kasongo-Lunda, dans la région de Bandundu. 4. Les ethnies tampons. Une ethnie est dite tampon lorsqu'elle présente, au sein d'un vaste ensemble socioculturel, un certain enclavement ou semi-enclavement par différenciation de mœurs, de culture ou de langue. Au Kasai, les peuplades Basala Mpassou, Balwalwa, Bambala, Baket et Babindi représentent cette catégorie. Les Kawanda auraient ensemble leur souche commune en Angola 16. Ils vécurent longtemps en appendice de l'empire Lunda, avant qu'ils n'eussent été chassés par les Batchokwe. Ces populations entrèrent au Kasai en groupes indépendants vers la fin du XVIIIe siècle. Leurs organisations furent marquées d'une certaine faiblesse dans les structures sociopolitiques. À la suite de multiples guerres de conquête menées au XIXe siècle par les Balunda et les Batchokwe, les Kawanda allèrent s'installer dans l'actuel territoire de Louisa. Au sujet de Babindi, autre graphie Babinji, la légende raconte qu'avant le XVIIIe siècle, sous l'instigation d'un certain Kabinji, homme très influent, une vague des populations quitta l'Angola et se dirigea vers le centre du Congo. Et tous ceux qui le suivirent prirent l'appellation de Babindi 17. Ce mouvement migratoire s'arrêta au confluent des Lubilanji et Mbuji-Mayi. Les Babindi habitèrent à leur risque et péril sur la route de Nsanga-Lubangu pendant une période assez longue. En conséquence, l'arrivée des Bena Chitolo Baluba entraîna leur nouveau départ massif. Mais la fixation de ces derniers sur ce territoire ne se réalisa qu'au prix du sang, quoique ce bouleversement occasionna la dislocation des Babindi en 3 groupes. Un premier groupe se dirigea au nord de la Lubie, vers Sankuru, plus précisément dans l'actuel territoire de Dimblange. Génériquement appelés Babindi Baankusu 18, ils s'établirent à Machala et à Mwechi. Un autre groupe s'installa au confluent des Lubis et Mbuji-Mayi. Ce sont les Babindi Bambou que l'on trouve à Lusambo, au Kasai oriental. Et enfin, le troisième groupe est celui de Babindi à cheval sur les territoires de Kazumba et de Louisa, appelé communément Babindi Baemboa. Il s'installa pendant plusieurs générations sur les terres actuellement occupées par les Bena Luluwa, notamment les Bena Binku, Bakwa Mwanza et Bena Ngoshi. Ils finirent par se fixer définitivement dans leur région actuelle, entre Chibala et Nguema. Les Baket, venant du sud au XVIe siècle, se disséminèrent à travers la région de l'entre-Luluwa-Lubi. Ils seraient les premiers à occuper ce territoire parmi d'autres tribus de race bantoue. À l'instar de Batwa avec lesquels ils cohabitaient avant toute intrusion extérieure, les Baket se spécialisèrent dans la chasse et la cueillette. Cependant, comme présenté plus haut, leur position sur la route de Nsanga à Lubangu les mirent aux prises avec des populations Luba en provenance du Katanga au XVIIe siècle. Secoués par la tempête de la guerre, les Baket se replièrent vers le sud. Au XVIIIe siècle, l'instabilité de la société kété devient manifestement recrudescente. À cause de la désarticulation des structures sociopolitiques, une dissidence s'engage, incitée par des influences extérieures. Conséquence, ce peuple se scinda en 2 groupes vassaux, l'un sous protectorat de Moitiave et l'autre sous l'emprise du Nimi. Leur rapport de suzeraineté avec ces potentats léguèrent aux Baket de l'Est la tradition Lunda,
et ceux de l'Ouest la tradition Kuba. Cette remarque n'est pas à remettre en cause. Il suffit d'observer les supports culturels et linguistiques de chaque groupe Kété. On peut enfin également citer dans cette catégorie des ethnies tampons les Bena Kaninchaina, peuple d'origine Lunda qui, en vertu de son métissage culturel et linguistique avec les Bena Kanyoka, s'apparente ou du moins se confond avec eux. 3. Entité politico-administrative, ETHNIESET spécificité régionale. 1. Province du Kasaï occidental. Le Kasaï occidental est administrativement constitué de 3 districts. Le district urbain de Kananga. Le district du Kasaï. Le district de la Luluwa. Le district urbain de Kananga. Kananga 19 est une ville cosmopolite comprenant dans son pourtour immédiat plusieurs villages ou clans Luluwa, dont les Bena Muchipai, chef Kanyuka, les Bakwa Chidimba, chef Nkonko, les Bakwa Mbayi, Chingesha, les Bena Mukangala, Nedaye Nkufulu, etc. Chef-lieu de la province du Kasaï occidental, la ville de Kananga est bâtie sur un plateau très accidenté situé non loin de la rivière Luluwa sur sa rive droite. B. Le district du Kasaï. A. Description. L'étendue qui englobe le district du Kasaï représente une région vallonnée couverte partiellement de forêts et savanes boisées. Cette région recèle une biodiversité considérable. La végétation est assez abondante et verdoyante, et le sol y est généralement sablo-argileux. Le territoire de l'Ouébo est son chef-lieu. Mais, la localité de Chikapa, ayant obtenu le statut de ville en 2003, est confirmée prédominante. Le territoire est désormais repris sous la nouvelle appellation de territoire de Kamonia. B. Territorialité et répartition ethnique. C. Spécificité régionale. Régime matrimonial, matriarcat partout sauf chez Bena Luluwa. Polyandrie chez les Bachilel en cas de supériorité numérique des garçons sur les filles. Pyramide d'âge, triangulaire sauf dans le groupement des Bakuba où l'on trouve un net vieillissement. Langue, Chiluba et mosaïque de quelques dialectes. Natalité et fécondité prolifique presque partout, mais déficiente chez les Bakuba et les Bakela. Mortalité normale. Activité principale, agriculture, chasse, pêche, art dominant chez les Bakuba, sculpture et tissage, exploitation artisanale du diamant surtout à Chikapa. C'est le district de la Luluwa 20. A. Description. Le district de la Luluwa constitue une région à relief très accidenté, vallonnée et couverte d'une savane mi-herbeuse, mi-boisée. La forêt est rare et caractérisée par la présence des galeries dispersées. C'est un pays des plaines et des plateaux garnis d'une terre sablo-argileuse. B. Territorialité et répartition ethnique. C. Spécificité régionale. Régime matrimonial, matriarcat partout sauf chez les Bena Luluwa où le mariage est exogamique. La coutume y est rigoureuse et totémique. Pyramide d'âge triangulaire. Langue, Chiluba version Luluwa et mosaïque d'idiomes. Natalité prolifique, surtout chez les Bena Luluwa. Forte fécondité chez les Babindi et les Basala Mpasu. Mortalité élevée chez les Babindi, les Basala Mpasu, les Balwalois et les Badinga normale ailleurs. L'activité principale, cultures agricoles généralisées, tubercules et fruits, élevage de petits bétail et basse-cour, seuls les Basala Mpasu se sont spécialisés en gros bétail, pêche généralisée, abondance d'anguilles, de carpes, de silures, de saumons, etc. Placement de nasses ou de digues, chasse au gibier, ramassage de chenilles, de fourmis ailées et différentes larves, art exercé partout, musique et danse accentuée chez Bena Luluwa, soirée récréative. 2. Province du Kasaï oriental. Le Kasaï oriental comprend 4 districts sur le plan administratif. Le district urbain de Mbuji-Mayi. Le district de Chilange. Le district de Kabinda. Le district du Sankuru. Le district urbain de Mbuji-Mayi.
Mbuji-Mayi 21 est aussi une ville cosmopolite. Ce district, habité en majorité par des Baluba, regroupe dans son ressort immédiat quelques villages, dont Bakwanga, Bakwadianga, Benakabongo, Benachimpanga, etc. C'est le chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Depuis 2003, la localité de Mweneditu a reçu le statut de ville, et désormais le territoire est repris sous la nouvelle appellation de territoire de l'Uilu. La ville de Mweneditu a largement grandi surtout avec l'arrivée massive des Kasaïens refoulés du Katanga, en 1992. B. Le district de Tchilange. A. Description. La région de Tchilange est couverte de savanes semi-herbeuses et semi-boisées. Elle est caractérisée par la présence des steppes, plaines et oasis. Le sol est sablo-argileux. La circonscription rurale de Tchilange est son chef-lieu. B. Territorialité et répartition ethnique. C. Spécificité régionale. Régime matrimonial, patriarcat. La coutume est rigoureuse mais sans totem. Langue dominante Chiluba, version Luba Kasaï. Pyramide d'âge triangulaire. Natalité et fécondité prolifique. Mortalité normale. Activité principale. Cultures agricoles généralisées, tubercules, légumes et fruits, élevage de petits bétail et basse-cour, pêche aux nasses mais rares, chasse au gibier, ramassage des fourmis ailées et différentes larves, musique, danse et soirées récréatives, exploitation artisanale du diamant officialisée en 1960. C'est le district de Cabinda. A. Description. Le Cabinda est un pays relativement accidenté, d'une altitude moyenne de 800 mètres. C'est une étendue de terre couverte de la savane boisée ou herbeuse entrecoupée de galeries forestières. Le sol est argilo-sablonneux et généralement fertile. La circonscription rurale de Cabinda est le chef-lieu du district. B. Territorialité et répartition ethnique. C. Spécificité régionale. Régime matrimonial, patriarcat partout sauf chez les Baquettes. Pyramide d'âge. Vieillissement prononcé chez les Bassonges et les Benakanyokar, répartition normale ailleurs. Idiome dominant, Kisongye et Karound. Natalité et fécondité. Déficiente chez les Bassonges, Bamba et Benakalundwe, taux favorable ailleurs. Mortalité faible. Activité principale, agriculture, élevage et chasse. Une particularité, animisme très accentué chez les Bassonges. D. Le district de Sankuru. A. Description. Le Sankuru forme une étendue de terre vallonnée, couverte de forêts et entrecoupée de quelques plaines et plateaux herbeux. La population habite souvent dans des clairières entourées d'épaisses galeries. L'altitude moyenne atteint 500 mètres. La circonscription de Lusambo 22 est le chef-lieu du district de Sankuru. B. Territorialité et répartition ethnique. C. Spécificité régionale. Régime matrimonial, patriarcat partout. Idiome dominant, Otetela. Pyramide d'âge. Vieillissement très prononcé chez les Batetela. Natalité et fécondité. Faible chez les Bamba et les Babinji bambou, moyenne et très bonne ailleurs. Mortalité élevée chez les Babinji, et normale ailleurs. Activité principale, culture maraîchère, riz, millet et sorgho. Élevage et chasse, danse au tam-tam chez les Batetela et les Bassambala. Cette synthèse, soit-elle lacunaire ou moins exhaustive, ne constitue pas une digression futile. Il serait difficile dans le cadre d'un travail à caractère historique, de répertorier l'ensemble d'acquis matériels et culturels des peuples à différents systèmes de représentation, de valeurs, de normes et d'actions. L'histoire est une science de l'étude des hommes, des sociétés et des événements tels qu'ils se sont déroulés dans le passé, en vue de leur interprétation présente pour présager l'avenir. Notre préoccupation s'est limitée à démontrer quelques références qui représentent le patrimoine de chaque groupe ethnique au Kasaï. Certes, l'espace du Kasaï forme une mosaïque socio-culturelle immense, mais les autochtones de cette région offrent des capacités de s'ouvrir aussi à d'autres cultures congolaises. De nos jours,
Les intentions intempestives planent en République démocratique du Congo, suscitant un sérieux amalgame et attribuant aux Kasaïens des stéréotypes entachés d'interprétations étrangères à toute réalité. On croit abusivement, par exemple, que tout originaire du Kasaï est un ressortissant de l'ethnie Luba. L'ambiguïté persiste surtout quant à déterminer qui est Luba et qui ne l'est pas, et a fortiori la langue Luba reste dominante au Kasaï. Les Congolais d'autres contrées désignent et identifient ces différents peuples en fonction de leur parler, la langue Luba étant l'une des 4 langues nationales 23. Et pourtant il n'en est pas ainsi, une mise au point s'impose. La région du Kasaï héberge plusieurs groupes ethniques dont certains disposent non seulement de dialectes propres, mais aussi de traditions, coutumes et valeurs propres à eux. L'explorateur britannique Vernet Lovett Cameron, 1844 à 1894, fut le premier Européen à traverser l'Afrique tropicale d'est en ouest, lorsque parti de Zanzibar par voie terrestre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.